4 palissades. Chapitre 4. Présent, Rahmoul Tayeb. Présent, Soumer Mohanda Mokran. Présent, Darkouk Haj. Présent, Redawi Boujma. Présent, Aoushin Salah. Présent, Bouslam Sittami. Présent, Soltani Bagdad. Présent. L'adjudant Gildas procédait à l'appel sur la place d'armes. Nous étions une soixantaine de nouvelles recrues à répondre présent matin et soir depuis notre arrivée au cantonnement. Belayashi Khodja Ali Oul Sheikh Sanachi. Présent. Tu as ramené ta tribu avec toi ou quoi? Zorgan Zorg. Je suis là. On dit présent, abruti, lui cria le caporal Borsali. Boussaïd Hamza, poursuivit l'adjudant. Boussaïd Hamza. Mon voisin m'enfonça son coude dans le flanc. Tu es sourd ou quoi? On t'appelle. Boussaïd Hamza. C'est moi, Sidi. L'adjudant Gildas me chercha dans les rangs. Un con, ça saute aux yeux. Et quand il se cache, on le voit mieux. Montre voir ta petite gueule, monsieur Boussaïd. Je levai la main pour qu'il me situe. Encore toi? Tu es dur de la feuille? Ou est-ce que tu fais le malin? Peut-être qu'il ne connaît pas son nom, supposa le caporal Borsali. Paraît qu'un simple matricule leur suffit à ces animaux. Tu penses qu'on tirera quelque chose de ce bétail, caporal Borsali? Les gens du cirque ont bien réussi avec les fauves, mon adjudant. L'adjudant fit signe au premier rang de s'écarter pour qu'il puisse me voir en entier. Approche, mon coco. Viens que je te regarde de plus près. Je sortis des rangs. Il m'ordonna de pivoter lentement sur moi-même, m'arrêta en m'enfonçant sa trique sous le menton, me dévisagea de la tête aux pieds, puis il me présenta aux autres. Messieurs, vous avez sous les yeux le parfait spécimen de l'andouille. Comme vous pouvez le constater, il a la tronche ronde comme un fion, avec plein de dégueulasseries dedans. J'ignore s'il joue au petit malin ou si c'est dans sa nature d'être aussi bête que ses pieds. Dans les deux cas de figure, il est mal barré avec moi. Tu cherches à amuser la galerie, tête de nœud. Réponds, est-ce que tu te crois marrant? Je ne sus quoi répondre. Mes yeux ne quittaient pas la trique. L'adjudant me somma de me tenir droit. Tu lui donnes combien de chances de se sortir du guêpier qui l'attend de pied ferme, caporal Borsali? Pas une seule, mon adjudant. C'est bien ce que je m'étais dit la première fois que j'ai vu sa tronche de clown triste. Non mais regardez-moi cette tête à claque. Les boches vont se régaler quand ils auront ta face de pucelle dans leur ligne de mire. Ils gaspilleront pas une cartouche pour toi, ma poupée. Ils te cueilleront comme un fruit, et ils t'en mangeront sec avant de te bouffer le cul à pleines dents. Est-ce qu'il t'arrive au moins d'assimiler ce qu'on te dit, Anne Boussaïd? Je crois pas, mon adjudant, renchérit le caporal. On dirait une vache qui voit passer un train. L'adjudant promena sa cravache sur l'arrière de mon crâne, autour de mon cou, me releva le menton. Allez, Oust, aux cuisines. Tâche de bien éplucher les patates, mouche tsetse. Je te préviens, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Je passerai vérifier. Si je constate le moindre gaspillage, je te tannerai la peau des fesses jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'asseoir dessus pour de bon. Nous étions dans le camp depuis 2 semaines, et je n'arrivais toujours pas à m'habituer à mon nouveau nom. Une fois sur 3, quand on nous rassemblait sur la place d'armes, le nom de Boussaïd Hamza me passait par-dessus la tête. Le premier châtiment corporel qu'on m'a infligé, c'était à cause de ma distraction. L'adjudant Gildas et le caporal Borsali parlaient couramment l'arabe. Ils étaient tous les deux originaires du Tel. Ils n'étaient pas des brutes, mais leur langage ordurier me désarçonnait. Je n'avais pas l'habitude d'entendre des obscénités. Au Douar, quand on se chamaillait,
venait aux mains parfois, sans proférer de gros mots. La grossièreté, chez nous, était l'offense la plus proche du blasphème. La subir à longueur de journée dans ce cantonnement où l'on nous parquait comme des agneaux m'horrifiait et me déroutait à la fois. Je n'étais pas bien au camp. Le dépaysement me déprimait. L'endroit était lugubre. La nuit, on entendait hurler les chacals. Le jour, on ne voyait pas âme qui vive à des lieues à la ronde, ni maison, ni arbre, ni silhouette à l'horizon. On était en marge du monde, largué au milieu de nulle part. La majorité d'entre nous étaient des ruraux, presque tous analphabètes, élevés dans la crainte et le dénuement. Ils n'avaient jamais quitté leur hameau, ne connaissaient pas grand-chose de la vie moderne, hormis la galère et la soumission. Ils étaient là, déboussolés, à hanter un plateau rocailleux qu'un vent glacial fouettait en permanence, en se demandant ce qu'on allait faire d'eux. Une poignée de soldats de l'armée régulière nous encadrait. Il y avait un officier qui commandait le camp, sauf qu'il nous ignorait. Il venait à l'aube sur son cheval pour assister à la levée des couleurs, puis il s'évanouissait dans la nature, sans nous adresser un traître mot. Le reste du temps, nous étions livrés à l'adjudant Gildas et à l'excès de zèle de son caporal, un rondouillard qui adorait failloter et nous crier après du haut de ses bottes éperonnées, pareil à un coq dressé sur ses ergots. C'était un peu la pagaille au camp. Personne ne savait ce qu'on y fabriquait. Chaque jour, de nouvelles recrues nous rejoignaient, ployées sous leurs baluchons, appauvrissant davantage nos rations à cause d'une logistique qui ne suivait pas. Le cantonnement était à peine assez grand pour contenir une section. 3 habitations en dur abritaient les chambrées des soldats de l'unité, ainsi que le bureau de l'officier flanqué d'un misérable jardin que le givre n'en finissait pas de martyriser. Les latrines se trouvaient sur le versant d'un remblai, grouillante d'asticots. Il fallait 1000 acrobaties pour s'y accroupir. Retranchés derrière une haie de nopales, se tenaient les cuisines reconnaissables à leurs énormes marmites cabossées séchant au soleil. On dormait sous des tentes, par terre, enroulés dans nos nippes pour lutter contre le froid cuisant de la nuit. Les uniformes tardant à venir, chacun portait les guenilles ramenées de chez lui, chèches et tarbouches compris. Certains traînaient à leurs pieds des grolles à gueule de batraciens ouvertes sur des orteils abîmés et noirs comme des molaires carriés. La guerre n'avait pas encore commencé pour nous, que déjà on comptait 2 morts dans nos rangs. Le premier avait succombé au froid. C'était un jeune Mozabite qui n'allait pas bien depuis notre arrivée. Un matin, il ne s'était pas levé pour le rassemblement. On a mis sa dépouille sur un tombereau et on l'a renvoyé chez les siens. Puis il y a eu une bagarre entre 2 Arabes pour une vague rancœur tribale. L'un avait un couteau, l'autre n'en avait pas, et eut la gorge tranchée jusqu'aux vertèbres cervicales. À la vue de la boucherie, le caporal Borsali s'est écrié « Un canif, un Maccabée. Qu'est-ce que ça sera quand on leur fournira des fusils à ces barbares? Ils s'entretueront avant que l'ennemi ne donne l'assaut. » L'officier avait ordonné que l'on nous passe au peigne fin et que l'on sanctionne sévèrement ceux qui possédaient une lame ou un objet dangereux. Après, tout rentra dans l'ordre. Les automatismes eurent raison de notre indolence. Nous n'étions plus qu'un collectif qu'on dressait, un ensemble compact qu'on faisait marcher au pas, le juron tonitruant et la menace cinglante. La nuit, je ne parvenais pas à m'endormir. J'ignore si c'était à cause du froid ou bien des ronflements de mes camarades. Je passais des heures à me tarabuster l'esprit. Je pensais à Gaïd Brahim, aux promesses qu'il m'avait faites. Des fois, je m'imaginais disposant d'une ferme où ma famille vivrait dans l'aisance. Je me surprenais à sourire. Des fois, je me voyais tomber sous les mitrailles et je me demandais si le caïd prendrait soin de ma famille comme promis. Mon cœur alors se crispait très fort et je pleurais comme un enfant. Il m'arrivait souvent de pleurer. Je n'avais pas à en rougir. Un poète de passage dans notre village a dit « Les hommes vrais ont la larme facile parce qu'ils ont l'âme près du cœur. »
Quant à ceux qui serrent les dents pour refouler leurs sanglots, ceux-là ne font que mordre ce qu'ils devraient embrasser. Il avait sans doute raison. Je n'avais jamais vu pleurer mon père, ni aucun homme de notre douar. C'était peut-être pour cette raison qu'ils préféraient assumer leur malheur au lieu de le conjurer. Gaïd Brahim ne m'inspirait pas confiance. Lorsque, au lendemain de notre rencontre, je lui avais annoncé que j'acceptais de partir à la guerre à la place de son fils, il n'avait manifesté aucune émotion. Je m'attendais à ce qu'il me prenne dans ses bras ou qu'il me tape gaillardement sur l'épaule. Il s'était contenté de me toiser en maugréant. « J'aurais aimé que tu répondes oui tout de suite, mais il t'a fallu toute une nuit pour te décider. Et ça me déçoit. » Le jour même, il m'avait poussé dans sa calèche personnelle et m'avait emmené dans une plantation à 3 heures de route au sud de la Grande Reima. Babaï conduisait. Le caïd ne m'avait pas autorisé à m'asseoir près de lui sur la banquette capitonnée. J'avais fait le trajet sur une latte à côté du cocher. Une fois à destination, le caïd avait décrété la voix ferme pour que Taïeb, le vieux gardien des lieux, et Babaï l'entendent. « C'est ici que tu vas travailler, Yassine, fils de Salam. Taïeb est trop vieux pour gérer seul Haouch Salgi. Je t'ai choisi pour l'assister. Il s'occupera des bêtes, et toi, des 500 jeunes abricotiers du verger. On les a plantés il y a quelques mois. Je compte sur toi pour veiller sur eux. » Ensuite, il avait ordonné au vieux Taïeb de raccompagner Babaï à la Grande Reima. Ces derniers congédiés, le caïd m'avait expliqué qu'il avait fait exprès de faire croire à Babaï que j'allais m'occuper de la plantation, car personne ne devait connaître notre secret. Nous avions déjeuné sur place, lui dans le salon et moi sur le perron, sous le regard stupide de 2 chiens aux côtes saillantes. Pour quelqu'un qui me confiait l'honneur de sa dynastie, c'était le comble de l'ingratitude. Puis je m'étais dit que s'il avait évité de m'inviter à sa table, c'était par précaution. Ces sujets auraient soupçonné quelque chose et notre projet capoterait. Le repas terminé, le caïd m'avait ordonné de remplacer Babaï aux commandes de la calèche et nous étions partis, rien que lui et moi, plus bas dans le sud, jusqu'à la caserne de Kreider. Ce jour-là, que l'on me pende avec ma langue si je mens, j'ai vu de mes propres yeux sa seigneurie à qui on baisait les pieds, le fabuleux caïd qui possédait nos corps et habitait nos âmes, le tout-puissant Brahim Boussaïd Esh-Shorafa, par son nom sanctifié, s'écraser comme une bouse de vache devant 2 officiers français. « Je fais offrande de mon fils à la patrie », leur avait-il claironné. « Qu'il me revienne couvert de médailles, ou qu'il meure sur les champs de bataille, importe peu. L'essentiel est qu'il défende vaillamment l'intégrité de notre mère, la France. » Les 2 officiers, nullement émus par la ferveur patriotique du caïd, l'avaient prié de les suivre à l'intérieur d'un bureau. J'étais resté planté dans la cour. Plus tard, l'un des 2 gradés fut surpris de me trouver encore debout à l'endroit où il m'avait laissé. « Qu'est-ce que tu fiches là, toi ?» Je lui avais répondu que j'attendais le caïd. « Le caïd est rentré chez lui depuis plus d'1 heure. Allez, oust, rejoins tes semblables et que ça saute. » C'est ainsi que je m'étais retrouvé derrière les remparts d'une enceinte militaire avec une vingtaine de mes semblables totalement désorientés. Le lendemain, on nous avait verrouillés dans les wagons à bestiaux d'un tortillard qui s'arrêtait de gare en gare pour embarquer d'autres appelés. Nous avions roulé une partie de la nuit, entassés sur la paille qui sentait le crottin et la pisse de cheval, sans un crouton à nous mettre sous la dent. Au matin, le train nous avait déchargés sur les quais d'une gare inachevée. Un gradé bedonnant, escorté par des soldats armés, était à l'accueil. Après s'être présenté comme étant l'adjudant Gildas, il avait procédé à l'appel, puis on avait formé des colonnes, et on avait gravi d'interminables collines jusqu'au cantonnement où un marmiton en tablier de boucher nous attendait, louche à la main, pour nous distribuer un rata indéfinissable que nous avions dévoré avec délectation. Depuis,
Nous étions là, à nous morfondre entre quatre palissades, surmontées de barbelés.